Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia, bienvenue dans les royaumes d'Halloween. Donc voilà, je sors cette petite vidéo parce que Halloween étant une de mes fêtes préférées et qui dit fête d'Halloween dit meilleure occasion pour vous parler de mes sous-blagues Gravelord. Et oui, donc petite vidéo sur mes listes sous-blagues Gravelord, donc je vais montrer et parler avec vous de mes listes à 1000 points et 1500 points qui sont déjà peintes. Et on parlera aussi de la liste à 2000 points, qui pour l'instant n'est pas encore peinte, donc je ne vous montre pas les figurines non peintes, mais que je me dépêche à les faire pour que vous les retrouviez très prochainement en rapport de bataille sur la chaîne. On va commencer par un petit peu d'histoire, avant de parler des listes proprement parlées, et en même temps vous allez pouvoir voir, on voit déjà un bout de décor, mais vous allez voir une partie des nouveaux décors que j'ai reçus de la part d'amis à moi, donc qui sont tous du groupe de joueurs des Inglourious Basterds, donc sous l'organisation de Pierre, hein, donc que vous avez pu voir son interview sur la chaîne, avec donc tous des amis Inglourious Basterds et ma sœur. Ils ont doté la chaîne de plein de nouveaux décors, de nouveaux tapis, de nouveaux tapis d'objectifs. Donc déjà un énorme merci à eux. Je ferai une vidéo spéciale avec des remerciements spéciaux pour eux quand j'aurai tout reçu. Mais là, vous allez déjà voir une partie des décors parce que je les ai reçus hier et j'avoue que je suis très content et ils sont très beaux. Déjà, un grand merci du coup à Mortify Studio qui a créé ces décors. Ils sont vraiment magnifiques. Je vous mettrai un lien dans la description. On va commencer par un peu d'histoire. Et pour cela, on va se plonger dans le Vieux Monde. Voici la carte du Vieux Monde. Alors, dans la carte du Vieux Monde, on va faire un petit focus sur la Terre des Morts. Hop, la Terre des Morts, c'est là où Nagash est apparu. Nagash a créé les morts vivants, hein, ça c'est pas nouveau, et il a créé les vampires. La première des vampires étant Neferata. Et puis d'autres se sont installés hein, avec le baiser de sang. Je ferai, si ça vous intéresse de faire que je fasse des petites vidéos histoire, n'hésitez pas à demander. Je ferai des vidéos histoire sur différentes nations, donc n'hésitez pas dans les commentaires si ça vous intéresse. Je pourrais faire ça. En tout cas, moi ça m'intéresse. Donc, on est parti de la tête des morts. Il y a eu une grande guerre contre Khemri à l'époque où Khemri est encore vivant. Les vampires ont été chassés, ils ont remonté et ils sont arrivés dans l'Empire. Et les vampires tels qu'on les connaît, ils sont arrivés ici, en Sylvanie. Le premier des grands vampires hein, fut Vlad von Karstein, qui est arrivé à la tête de la Sylvanie et qui l'a gardé pendant longtemps avec sa femme Isabella, suivi après de Conrad et Manfred. On connaît tous Manfred, hein, c'est un peu lui qui a fait que la fin des temps est finie et que le vieux monde fut détruit. Voilà. Donc, c'est vraiment succinct, hein. Évidemment, ça a été un peu partout. Hein. On a aussi au Pinacle d'Argent qui se trouve dans les montagnes du bord du monde où Neferata était venu se mettre. Et voilà, et ainsi de suite. Pendant tout de grandes invasions dans l'Empire, Vlad von Karstein, qui est revenu à la vie lors de la fin des temps, parvient même en fait à être comte-électeur de Sylvanie, ce qui est vraiment pas mal, hein, et a combattu avec Karl Franz contre Archaon et ses légions, dont il combattit Chrome, si ma mémoire est bonne, qui a tenté d'envahir la Sylvanie. Ça, c'était pour le monde qui fut, on en reparlera bientôt, hein, avec Old World qui va arriver. J'ai hâte. Et on va passer du coup à Age of Sigmar, évidemment, avec les Sous-Black Gravelord. Donc les Sous-Black Gravelord, c'est une armée de vampires, hein, très intéressante, avec différentes familles. Donc moi j'ai choisi la famille Virkos. La famille Virkos est une famille de loups, en fait. Et donc de dresseurs de loups, d'invocateurs de loups, eux-mêmes sont un peu loups. Donc c'est assez intéressant. Alors, on va passer sur les figurines et les décors, comme ça vous pouvez voir. On voit aussi quelques reliques que j'ai mis derrière de livres très intéressants, hein, Mordem, le premier livre mort-vivant, car ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, les morts-vivants étaient tous ensemble. Donc il y avait aussi bien les vampires, les nécromanciens, les squelettes, les momies, les spectres, tout était dans un seul bouquin. Maintenant, on connaît plein de bouquins, il y en a 4. Pour les morts vivants, hein, on a les Sous-Black Gravelord, on a les Osiark Bone Reaper, on a les Nine Taunt, on a les Fléchiteurs courtes, et ben tout était regroupé dans un seul bouquin à l'époque. Après on voit un dernier bouquin contre vampires sorti, celui de la version 8, et on voit maintenant le roman que je suis en train de lire, hein, les Chroniques de von Karstein, qui est très intéressant niveau historique et qui m'a bien boosté dans mon armée. On voit les décors de Mortify. Hop, donc ici je vous ai mis les décors plus du village. Hein. Hop, on pourra faire des belles parties de Warhammer Battle et d'Old World dessus aussi. Voilà, vous pouvez voir aussi dans le fond, hop, quelques décors ruines qui vont bien s'accommoder aussi avec Age of Sigmar et la petite peluche de Nurglings.
Voilà, on va passer proprement parler à la liste, hein, parce qu'au final, c'est ce qui va vous intéresser le plus. Comment fonctionnent les sous-blagues Gravelord? Alors, déjà, hop, on va regarder un peu la chef des Virkos, hein, Belladama, qu'on voit ici, cette belle personne. Hop. Voilà, on stabilise la caméra. Nickel. Cette belle Belladama, la reine des Virkos, hein, la vieille dame, hein, la mamie, la première des Virkos. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette brave dame? Eh bien, on va regarder ensemble ce que fait cette brave dame. Alors, Belladama Dama, en fait, elle a quand même beaucoup de règles. Donc, à 1000 points, on va parler directement de la liste, comme ça je peux vous la détailler après. À 1000 points, je vais jouer donc Belladama, que vous voyez devant vous. On voit sur le côté ici que j'ai Radukar la bête. Donc Radukar, il y a deux versions. On va avoir Radukar la bête et Radukar le loup, que vous retrouviez dans la boîte qu'on va acheter séparément, mais Cursed City. À savoir maintenant que des deux, moi j'ai une préférence pour Radukar la bête, vous allez voir pourquoi. Et même si lui n'est pas mage, qu'à côté de ça, Radukar le loup est mage, et que la magie va être très importante. Mais voilà, ici j'ai choisi de jouer Radukar la bête. Donc j'ai Belladama, Radukar la bête, j'ai l'amant de Belladama dans mon historique, qui a été déchu parce qu'il pensait de pouvoir devenir vampire, mais malheureusement elle l'a déchu, et il devint le nécromancien. Hop, le voici, hop. Voilà mon petit nécromancien, qui sera mon général pour cette armée-ci. On reviendra sur son trait de commandement et son artefact plus tard. Voilà. Alors, on va commencer directement par, déjà, que fait la dynastie Virkos? Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs dynasties, hein, comme je vous ai dit, dans les Soul Black Gravelord. On va avoir la Légion du Sang, qui est inféodée à Neferata. On va avoir la Légion de la Nuit, qui est inféodée à Manfred von Karstein. La dynastie Vrykos, qui sera donc pour Belladama. Ce qui est d'ailleurs marrant parce que quand vous notez dans le War Scroll Builder, c'est Virkos, et quand vous regardez dans le livre, c'est Vrykos. Donc je pense que les deux peuvent dire, j'ai une préférence pour Virkos. Maintenant voilà, c'est un peu comme on peut. La dynastie Castellai, qui est une dynastie pour ce brave monsieur, le prince Vordrai, que vous avez ici aussi à l'écran, qui lui arrivera dans la liste à 1500 points et 2000 points. Et on va avoir la liste Avengori, qui est une liste de monstres avec Lovakai. Voilà. Alors, on va partir du début. Le début, c'est quoi? C'est les règles spéciales des Soul Black Gravelord, et il y en a beaucoup. Déjà, vous êtes obligé de choisir une légion. Donc, choisir une légion, ça veut dire que tous vos personnages non nommés, non spéciaux, en fait, vont être afféodés à cette dynastie. Ou cette légion, ça dépend laquelle vous prenez. Mais ça n'empêche pas de mettre des unités, comme par exemple moi je mets le prince Vordrai qui est Castellai, dans cette armée de Virkos par exemple. La seule chose qu'il va faire, c'est que quand je vous expliquerai les règles spéciales des Virkos, lui n'en a pas droit, tout simplement. Alors, première chose à savoir quand on joue sous Black Gravelord, c'est que vous allez mettre sur le territoire, une fois qu'on a choisi les territoires, en fait, on va placer des points qui seront des points de cimetière en fait. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez mettre 2 points dans votre territoire et 2 points n'importe où sur le champ de bataille, hors de votre territoire. Ce seront ce qu'on appelle donc les fosses communes. Chaque fosse commune doit être à plus de 1 pas de tout élément de terrain et objectif. En termes de règles, elles sont traitées comme des pions objectifs. Au lieu de placer une unité invocable sous le Black Gravelord sur le champ de bataille avant le début de la bataille, vous pouvez la mettre de côté et dire qu'elle est dans une fosse commune en tant qu'unité de réserve. Vous pouvez placer une unité de réserve ainsi pour chaque unité que vous avez déjà placée sur le champ de bataille. Pour éviter de mettre « Ah je mets toute mon armée !» Non, évidemment, ça vous ne pouvez pas. À la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez placer une de ces unités ou plus sur le champ de bataille, entièrement à 12 pas au moins d'une fosse commune et à 9 plus de toute unité ennemie. Au début du tour 4, les unités en réserve encore dans les fosses sont détruites. Donc déjà, les fosses, c'est vraiment, ça va être le nerf de la guerre de votre armée. Hein, parce que déjà, elle va vous permettre d'avoir une sorte de téléportation, donc déjà c'est très fort, hein, pour l'instant en tout cas dans cette version-ci, et on va voir aussi que ça va donner d'autres bonus que normalement seuls les personnages donnent, donc très intéressant. Privilège de Chiche, tous les sorciers sous Black Gravelord qui tentent de lancer un sort, alors là c'est important parce que c'est du domaine de la mort ou du domaine des vampires,
qui font un 9+, et que le sort n'est pas dissipé, une fois que les effets du sort ont été résolus, on peut les résoudre une seconde fois. Alors c'est intéressant de marquer que c'est noté un sort du domaine des mages de mort ou du domaine des vampires à 9+, pour la simple et bonne raison en fait que ça veut dire que les sorts personnels de vos sorciers ne fonctionnent pas avec ça. Ça c'est un peu dommage, mais c'est un peu normal. Quand on va parler des sorts, surtout les sorts de Belladama, on va tout de suite voir que s'il pouvait marcher 2 fois, je serais extrêmement content. Sbire de la non-vie, donc ça c'est un peu la règle spéciale que tous les armées de morts-vivants dans Age of Sigmar ont, c'est qu'ils ont une protection à 6+, donc ils peuvent annuler une blessure ou une blessure mortelle grâce à ça, s'ils sont entièrement à 12 pas d'un héros. Mais là où je vous dis c'est intéressant les fosses communes, c'est que c'est à 12 pas entièrement d'un héros ou d'une fosse commune. Et donc, voilà, vos fosses communes, en plus de ça, vous permettent d'avoir pas spécialement besoin de héros tout le temps à certains endroits pour donner cette protection aux unités. Vous allez avoir les fosses communes qui vont pouvoir vous aider à ça. Très très intéressant. Alors, horreur réanimée, donc on a -1 à la bravoure tant qu'à une unité ennemie, tant qu'elle a 6 pas au moins d'une unité de Deathwalker ou d'une unité de Death Rattle. Et -2 tant qu'elles sont à 6 pas de 2 unités ou plus de Deathwalker ou de Death Rattle. Les unités de la Death ne sont pas affectées, ce qui est normal. Hein. Voilà, donc ça met des malus de bravoure, et finalement, les Deathwalker et Death Rattle, vous en avez beaucoup. Les loups, par exemple, en font partie. Donc, finalement, c'est pas juste zombies-squelettes, c'est zombies-squelettes, revenants, loups, chauves-souris, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même fort. Légion sans fin. Alors là, c'est important parce que le texte a été modifié. Je remercie Maxime, s'il regarde cette vidéo, de me l'avoir montré. Le texte a été modifié dans les facs dernièrement. Normalement, c'est à la fin de votre phase de déroute. Vous comptez le nombre d'unités ennemies que vous avez tuées. Puis, vous jetez un dé. Vous rajoutez le nombre d'unités ennemies que vous avez tuées sur le résultat du dé. Et si vous faites 5 ou plus, on peut choisir une unité de Deathwalker invocable ou de Death Rattle invocable de notre armée qui ont été détruites. Et on la fait revenir à la moitié, arrondi au supérieur, du nombre de figurines de départ. Donc si par exemple on vous a tué 10 loups, il y a 5 loups qui reviennent. Elles doivent être entièrement à 12 pas au moins d'une fosse commune, et à plus de 9 pas d'une unité ennemie. Là où ça a été changé, c'est qu'avant, comme je vous l'ai lu, c'est à chaque fois à la fin de votre phase de déroute. Et là, dans les facs, ils l'ont mis à chaque fin de phase de déroute. Donc ça veut dire que vous pouvez le faire aussi pendant le tour de votre adversaire. Et ça, par contre, c'est devenu quelque chose de très, 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 très puissant. Donc ça, c'est vraiment bien qu'ils aient modifié ça. Donc ça va être une armée où on va pouvoir bien revenir, et je suis assez content là-dessus. Invocation cadavérique. Au début de votre phase de héros, vous pouvez choisir un nombre d'unités différentes, invocables, entièrement à 12 pas d'un héros. Et en fait, par rapport à votre mot-clé de héros, donc Mortark, Vampire, Death Mage ou Death Rattle, en fait, c'est le nombre d'unités qu'on va pouvoir en fait guérir d'un des 3 points de vie ou de faire remonter un des 3 figurines en fait. Voilà. Ce qui fait que on va avoir le Mortark va pouvoir cibler 4 unités, le Vampire 3, le Death Smash 2 et le Death Rattle 2. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas cibler 2 fois la même unité. Parce que ça doit être à chaque fois un nombre d'unités différentes. Une même unité ne peut pas bénéficier de sa aptitude plus d'une fois par tour. Voilà. En outre, une unité ne peut pas bénéficier de cette aptitude et l'aptitude invocation de Nagash au même tour. Je ne parlerai pas de Nagash ce tour-ci, cette fois-ci. Maintenant qu'on a vu les règles spéciales des Soulblight Gravelord, on va voir la règle spéciale des Virkos. Alors, les Virkos, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 2 règles spéciales assez bien. Ils ont la force de la meute vient du loup. +1 au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée des unités Death Rattle et Deathwalker, tant qu'elles sont entièrement à 9 pouces ou moins d'un ou de plusieurs héros vampires Virkos, amis. Ce qui fait que vos loups bénéficient du +1 pour blesser. Vos zombies vont bénéficier d'un +1 pour blesser. Vos squelettes, vos Graveguards, donc vos gardes des cryptes, tout cela vont bénéficier d'un +1 pour blesser tant qu'ils sont à 9 pouces ou moins d'un héros Virkos. Et vous allez voir que on a tendance à avoir que les héros Virkos, ils accompagnent bien vos unités. La deuxième règle spéciale, c'est la force du loup vient de la meute. On peut relancer les jets de lancement pour les sorciers vampires Virkos.
Et là, ami. Et là, c'est vraiment super intéressant aussi, puisque vous avez vu qu'avant, je vous ai un peu expliqué pour la règle que si vous faites un 9 ou plus sur vos sorts, ça passe 2 fois, eh bien, on peut relancer, surtout qu'il n'est pas spécialement noté que vous pouvez relancer, vous devez relancer les ratés. C'est vous pouvez relancer les jets de lancement. Et donc, du coup, c'est super intéressant, parce que si vous faites des petits jets ou que vous voulez vraiment que ça passe ou que ça passe 2 fois, eh ben, c'est vraiment très intéressant. La seule chose qu'on ne peut pas avoir avec cette règle-là, c'est notre brave nécromancien qui n'est pas un sorcier vampire. Voilà. Et les sorciers qu'on pourrait avoir, comme le prince Vordrai, qui n'est pas un Virkos, lui. Voilà. Je vous ai parlé un petit peu des règles spéciales que mon armée va jouer. Donc, les règles spéciales sous Blight en air, et les règles pour la dynastie Virkos. On va donc passer à ma première liste, qui est la liste donc à 1000 points. La liste à 1000 points, donc, ma grande stratégie, ça Price Sorcery. Donc il faut que j'ai au moins un sorcier vivant. Alors pourquoi j'ai choisi cela? Alors que j'aurais pu choisir les lignes, hein, ça peut être pas mal aussi, parce que mes loups vont souvent aller attaquer l'adversaire. Donc vont vraiment faire mal. Vont bien les retenir, mais ils risquent de mourir. À savoir que même s'ils reviennent, ils sont quand même morts. Hein. Ils ne comptent plus, les unités qui reviennent ne sont pas des unités comme cela. Hein. Ne sont pas des unités de ligne, hein, c'est des unités réinvoquées. Après, j'ai Belladama. Et on va voir que Belladama, en fait, est à 1000 points, en tout cas, elle est très difficile à tuer. Donc, on va commencer par cette brave Belladama, parce que Belladama sera dans toutes mes listes Virkos, ce qui est logique. Belladama, elle va avoir un mouvement de 10, 9 points de vie, 4 plus de sauvegarde, 10 de bravoure. Grossièrement, tous les morts-vivants ont 10 de bravoure. Hein. Elle va avoir des attaques. Alors, les attaques, faut pas compter sur elle. Hein. Belladama n'est pas là pour combattre au corps à corps. Elle peut s'en sortir, hein, surtout qu'elle est quand même un peu résistante. Avec ses 9 points de vie, sa sauvegarde à 4+. Mais voilà, elle n'est pas là du tout pour faire des morts. Elle a 3 attaques de son cimetière. 3+, 3+, reine -1, D3 dommages. Et ses loups ont 6 attaques, 4+, 4+, pas de reine, 1 dégât. Voilà. Foncièrement, depuis que je la joue, je pense pas qu'elle ait tué quelque chose. Là où c'est intéressant, c'est que, déjà, tous les vampires, et là, dans ma liste, à 1000 points, j'en aurai 2, à 1500 points, j'en ai 3, ont la règle spéciale la fin. La fin, c'est à la fin de la phase de combat, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées par des blessures infligées par des attaques de cette figurine à cette phase, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées à cette figurine. Alors, c'est vraiment intéressant, parce que, en fait, à part ça, et la capacité, l'aptitude de commandement de guérison classique, en fait, je vais dire, vous n'avez rien pour soigner vos héros. Parce que le fait de guérir ou de remonter ne fonctionne que sur les unités invocables. C'est ce qu'on a vu à la phase pour l'explication des règles sous Blight. Et on va voir, quand je vais expliquer les sorts que j'ai choisis, les sorts, en fait, il y a un sort que tout le monde connaît, qui permet de faire la même chose, donc de guérir d'un des 3 ou de relever un des 3, mais ça ne fonctionne pas sur les héros de nouveau. Et donc, à moins que ça ait été faqué, je l'espère, mais je ne pense pas. Donc, il n'y a pas moyen de soigner vos héros, à part avec la fin et avec l'aptitude de commandement de la phase des héros. Ce qui est pas trop mal non plus, dans le sens où on a quand même des vampires qui font très mal au corps à corps, on va le voir après avec Radukar et à 1500 points avec Vordrai. Et s'il commence à se soigner et à être presque intuable comme ça, effectivement, ce serait difficile. Maintenant, ça aurait été pas mal pour avoir ce petit bonus, parce qu'on n'a pas d'Archaon, on n'a pas de Gotrek, on va dire, dans les morts vivants. On a Nagash. Ok, on a Nagash. Mais on n'a pas tout le temps envie de jouer Nagash, on a envie de jouer un truc un peu plus badass quand même, avec une vraie... comment dire, une vraie essence. Par exemple, je joue Virkos, ben moi je veux jouer des loups, je veux jouer des persos loups, je veux jouer des choses comme ça. On va voir que Belladama renforce bien ce côté-là. Donc voilà, mais foncièrement, je trouve ça normal qu'ils ne savent pas se guérir plus que ça. Première des Virkos, en fait, elle a +1 pour ses jets de lancement, de conjuration et de dissipation pour cette figurine. Donc là, déjà, de nouveau, pas mal, hein, puisque avec ses sorts qu'elle peut relancer, si elle fait 9 ou plus, elle peut le lancer 2 fois, donc ça, pas mal. Alors, de plus, et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui l'a fait être très résistante, et c'est pour ça qu'à 1000 points, je pense que Price Sorcery, Belladama mourra très rarement. Avant d'allouer une blessure mortelle à cette figurine, si elle a 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de Direwolf amis, sur 3+, la blessure mortelle est allouée à une unité de Direwolf au lieu de cette figurine. Donc voilà, ça lui fait c'est même pas une sauvegarde en fait, c'est vraiment, sur 3+, il y a un loup qui se met entre,
Et puis le loup va pouvoir essayer de se protéger avec la 6+, et sa sauvegarde, si c'est une blessure normale. Si Belladama rate sa 3+, ben, elle pourra se protéger. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui permet à Belladama de bien résister. À côté de ça, on va avoir ses sorts, et là, on va toucher le cœur même de cette figurine, hein. La lune de mort. La lune de mort a une valeur de lancement de 6. Si elle est lancée avec succès, jusqu'à votre prochaine phase de héros, si le jet de touche non modifié pour une attaque d'arme de mêlée d'une unité sous-blague Gravelord ami qui est entièrement à 12 pas au moins du lanceur, est un 6, l'attaque inflige 2 jets pour toucher au lieu de 1 à la cible. Faites chaque jet de blessure de sauvegarde à chaque touche. Très intéressant parce que, en fait, c'est comme je vous ai dit, hein, Belladama va suivre ses loups. Donc, même va suivre ses autres persos, donc elle va avoir cette bulle autour d'elle qui va faire que chaque 6 va faire plus de touches. Et on va voir qu'on fait quand même pas mal d'attaques, et donc du coup ça rajoutera des attaques. On n'a pas quelque chose, à part les personnages, on n'a pas quelque chose qui va faire beaucoup de dégâts, mais on fait beaucoup d'attaques, et donc du coup ça permet vraiment à bien matraquer, on va dire, tout cela. Et son sort, qui est pour moi mon préféré, hein, la lycanthropie. Lycanthropie a une valeur de lancement de 7. S'il est lancé avec succès, on choisit une unité ennemie visible et à 18 pas au moins du lanceur. L'unité subit D3 blessures mortelles. Vous allez me dire, ouais, mais jusque-là, c'est pas top. Oui, mais lycanthropie. Souvenez-vous, le loup-garou. Si une ou plusieurs figurines de l'unité sont tuées par ce sort, avant de retirer la dernière figurine tuée, vous pourrez ajouter une unité de Direwolf à votre armée. Le nombre de figurines de la nouvelle unité doit être égal au nombre de figurines de l'unité ennemie tuées par ce sort. Placez la nouvelle unité à 3 pas ou moins de l'unité de la figurine tuée, puis retirez la figurine tuée du jeu. C'est trop fort, c'est génial. Vous faites ça dans des archers luminettes, vous faites ça dans plein d'unités, pox, vous venez engager, les mine de rien, 1 ou 2 loups, ça résiste, hein, si vous choisissez les bonnes unités, et hop, ça engage des unités, ça engage des persos, ça gêne le tour suivant de votre adversaire. Franchement, je trouve ça génial. Et Belladama, elle a une petite aptitude de commandement qui est quand même assez chouette aussi, qui s'appelle Alpha de la Meute. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de héros. Si vous le faites, choisissez une unité de Direwolf qui est entièrement à 12 pas au moins de cette figurine. L'unité choisie a le droit de combattre à la phase de combat si elle est à 6 pas au moins d'une unité ennemie au lieu de 3 pas. Et elle se peut se déplacer de 3 pas supplémentaires quand elle engage. Super chouette. Donc, on engage à 6, ce qui est pas mal, ça peut faire des blagues, hein. Ça évite de charger, par exemple, je reprends l'exemple des archers luminettes, mais ça évite de les charger, de pas se prendre les tirs de contre-charge, et au final de les engager parce que vous êtes à 6 pas. Et du coup, ça les bloque, quoi, et ça c'est vraiment super intéressant. Donc, Belladama, pour moi, est indispensable à partir du moment où vous jouez Virkos, franchement. Raducar le bête, donc on voit ce brave monsieur qui est ici, hein. Hop, on va un peu se focus sur lui. Raducar la bête, c'est un peu la même chose. Malgré qu'il vaut beaucoup de points, 315 points, il est quand même insane dans une liste. Pourquoi? Déjà, il a mouvement 8, 12 points de vie, Seva 4, qui est déjà fort. Et il a quand même 12 attaques. Il a 6 attaques de griffes à portée 2, 3+, 3+, Rennes-1, 2 dommages. Et 6 attaques de lame perforante, c'est les petits vampires en dessous de lui, qui vont faire 6 attaques, 3+, 3+, Rennes-1, D3 dommages. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, il est de la dynastie Virkos. Il n'est pas mage. Ça, c'est peut-être son seul défaut, mais en même temps, il fallait bien qu'il en ait un. Il a la charge bondissante. Il peut courir et quand même charger au même tour. Très bien, parce que ça veut dire que, mine de rien, du coup, il a un mouvement de 14. Si vous payez un CP pour qu'il court de 6, mouvement de 14, ce qui est vraiment pas mal du tout. Il a la faim, que je vous avais expliqué. Il a les réflexes naturels, on a toujours -1 pour le toucher, que ce soit au tir au corps à corps, toujours -1 pour le toucher. Il a une férocité déchaînée. En fait, quand il fait ses attaques de griffes, donc les griffes, je vous rappelle, c'est à 2 pas, 6 attaques, 3+, 3+, Rennes-1, 2 dommages. Mais quand il fait un 6 pour toucher, il fait 2 blessures mortelles et la séquence d'attaque s'arrête. Pour l'attaque qui a fait un 6. Donc, il peut faire pas mal de blessures mortelles. Et il a 2 aptitudes de commandement vraiment, mais vraiment importante. La première, c'est Hurlement Rassembleur. Une fois par bataille, à la fin de la phase de mouvement, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement. Si vous le faites, vous invoquez une unité de 10 loups que vous placez à 12 pas ou moins de cette figurine, à plus de 9 pas d'une unité ennemie. Donc il invoque une unité de 10 loups. Sachant qu'une unité de 10 loups, c'est 135 points. Donc vous comptez que dans ces 315 points, il y a 135 points d'invocation de loup, fait qu'il n'est plus qu'à 180. Donc mine de rien, il vaut pas si cher pour ce qu'il fait. Surtout que sa deuxième aptitude de commandement, appel de la chasse,
Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez une figurine amie ayant cette aptitude de commandement et ayant fait un mouvement de charge lors du même tour. Alors pourquoi ils avaient dit une figurine amie? Parce que l'autre Raducar le fait aussi, mais je ne pense pas qu'on puisse les mettre dans la même liste. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ajoutez, et qu'il ait fait un mouvement de charge, très important, parce qu'il ne peut l'utiliser que s'il a chargé. Et c'est ajouter à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisées par les Soul Blade Gravelord amis entièrement à 18 pas. Et 18 pas, c'est grand. Hein. 18 pas, c'est grand. Il ne peut l'utiliser qu'une seule fois par phase, évidemment. Mais plus une attaque, du coup, vos loups ont 3 attaques. Lui, parce que lui aussi est compris dedans, il a 7 attaques et 7 attaques, du coup. Et quand on va jouer à 1500 points avec ce brave Prince Vordrai, Prince Vordrai qui a plus une attaque, je peux vous assurer, ça tue beaucoup de choses sur table. Donc, on est arrivé à ces deux personnages-là qui sont vraiment hyper importants. Donc, cette brave Belladama et ce brave Raducar. On va passer à mon troisième perso de ma liste, hein, qui est là, le tout petit. Il est là, le petit nécromancien. Alors, le nécromancien, il sera mon général. Oh, oh, oh. Pourquoi il sera mon général? Parce que, évidemment, les deux autres étant personnages nommés, ça ne change pas grand-chose. Mais, au moins, il est général. Alors, le nécromancien, comment est-ce qu'il fonctionne? Déjà, je lui ai mis un petite précision quand même, parce que c'est important. Belladama et Raducar sont aussi considérés comme généraux de l'armée. Donc, pour le tuer le seigneur de guerre, on peut tuer un des trois, mais ça peut être, et parfois je prends ça aussi hein, pour Vendetta, il suffit qu'un des trois reste vivant et que j'ai tué le seigneur adverse, et à 1000 points, c'est très possible. Bah, c'est assez pratique et je peux pouvoir arriver à faire cette grande stratégie assez vite. Donc, c'est vrai que j'hésite souvent entre Vendetta et Price Sorcery. Si j'ai testé Price Sorcery, on verra bien. De toute façon, la grande stratégie, on peut la changer à chaque partie. C'est pas un problème, sauf en tournoi, évidemment. Donc, mon nécromancien, bah, on va dire c'est une foudre de guerre au combat. Hein. 2 attaques, 3+, reine -1 des 3 dommages. C'est pas pour ça qu'on le prend. L'Arbin des morts vivants. Jeter un dé avant d'allouer une blessure mortelle à cette figurine, c'est la 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités sous Black Gravelord invocable. Sur 3+, la blessure ou blessure mortelle est allouée à l'unité. Alors ça c'est intéressant, parce qu'au final, bah, il a un peu la même règle que Belladama, sauf que lui, font compte aussi bien pour les squelettes, les zombies et ainsi de suite, mais ça marche aussi avec les loups, puisque les loups sont des Soul Blade Gravelord invocables. Donc, ça c'est vraiment pas mal aussi, il peut se protéger, hein, tel un lâche qu'il est. Mais c'est pas pour tout ça qu'on le prend, évidemment. Je lui ai mis le Arcane Tome, qui lui permet de lancer 2 sorts. Et du coup, je lui ai mis 2 sorts. Je lui ai mis un sort, le Fading Vigor, qui va permettre de mettre -1 attaque sur une unité ennemie. Alors, il a 2 sorts super intéressants dans son domaine, qui est le -1 pour toucher ou le -1 attaque. J'ai beaucoup hésité, j'ai fait des petites stacks et des choses comme ça. J'ai penché pour le -1 attaque pour l'instant. À voir, peut-être, le -1 pour toucher, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pensé là-dessus. Dites-moi dans les commentaires, vous préférez qu'on lance -1 pour toucher ou qu'on lance -1 attaque? Quel est votre avis? Mais surtout, ça lui permet du coup de lancer 2 sorts, ce sort-là qui est quand même pas mal, et sa danse macabre de Vanel. Et la danse macabre de Vanel a une valeur de lancement de 6, et s'il est lancé avec succès, on choisit une unité Soul Blade Gravelord invocable amie, entièrement à 18 pas, et cette unité va pouvoir combattre et peeling une 2e fois lors de la phase de combat. Et ça, c'est super intéressant parce que vous avez vu toutes les petites synergies qu'on a mis, les loups qui ont déjà plus 1 pour blesser quand ils sont près d'un héros, qui sont Virkos. On va voir que les loups, quand ils chargent, ils peuvent faire quelque chose. Mais même les loups qui peuvent peeling parce que l'aptitude de commandement à 6 pas, donc on va reprendre cet exemple sur les archers luminettes. Vous avez vos 10 loups à 6 pas. Vous n'avez pas chargé, vous les activez une première fois, ils peeling, ils tapent. Vous pouvez les activer normalement une 2e fois, qui du coup peeling une 2e fois à 6 pas, retape. Ils ont eu plus 1 pour blesser. Si c'est le tour au Raducar à charger, ben ils ont 3 attaques chaque loup, ce qui fait quand même beaucoup d'attaques. Et on va voir qu'en plus, je vais directement passer, on en a fini avec les nécromanciens aux unités, et dans mes unités, j'ai mis 2 fois 10 loups à 1000 points. Et les loups, qu'est-ce qu'ils ont? Ben, quand ils chargent, ils ont plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Ils ont 2 attaques de base, mouvement 10. Eh ben, mine de rien, on va avoir des loups qui peuvent atteindre à 3 attaques, 3+,
même s'ils n'ont pas de perf indommage, ben, ça fait beaucoup d'attaques. Ça a 2 points de vie, ça a une sauvegarde à 5+, et vu que ça a un champion, ça peut utiliser l'aptitude de commandement. Mine de rien, hein, ils hurlent à la mort très fort, ils peuvent avoir une sauvegarde à 4, ils peuvent avoir plus 1 pour toucher. Mine de rien, si on reprend l'exemple où vous avez peeling, donc vous n'avez pas chargé, donc ça reste 4+, 4+, mais vous avez un héros tout près, donc ça fait 4+, 3+, vous leur payez un point de commandement, ça fait 3+, 3+, 3 attaques par loup, 3+, 3+, dans des archers-luminettes qui tapent pas énorme, donc elles vont pas vous tuer vos loups, vous allez pouvoir taper au moins, à mon avis, avec le peeling de 6, avec 5-6 loups, 5-6 loups, ça fait quand même 19 attaques, 3+, 3+, qui vont taper 2 fois, mais mine de rien, ça peut faire des dégâts, donc contre certaines unités, contre d'autres unités un peu plus résistantes, ça va bien les bloquer. Donc voilà, le temps que Radukar à 1000 points arrive, et on va voir qu'à 1500 points, il sera aidé d'un copain qui est bien badass. On va voir ça tout de suite. Et ma dernière unité, c'est ce que vous voyez ici. Hop, c'est mon petit Corpse Carps. Alors, malheureusement, je me suis trompé. En fait, c'est une figurine que j'ai récupérée de ma collection de Warhammer Battle, que j'ai mis un socle en dessous, et ce n'est pas le bon truc au-dessus. Donc, c'est pas grave. Hein. Je ne le joue pas avec le bras zéro, je le joue avec le Bourdon Maudit. Pourquoi? Quelle est la différence? En fait, celui que je joue, le Corpse Carp avec Bourdon Maudit, va faire que tous mes sorciers Gravelord ont plus 1 pour lancer leur sort entièrement à 12 pas. Et là, on voit que Belladama, elle a plus 2, elle peut relancer. On va voir que mon nécromancien, il a plus 1 pour lancer les sorts. Mine de rien, avec la règle que sur 9+, on peut lancer 2 fois, ça devient très intéressant. Et accessoirement, il donne plus 1 au jet de sauvegarde des zombies, mais ça, c'est très anecdotique. Ça ne va pas au corps à corps, c'est juste une unité de soutien, même s'il y a quelques attaques, mais franchement, vous ne ferez jamais de dégâts avec ces attaques-là. La différence avec le Brasero infernal, c'est que le Brasero va mettre moins 1 au jet de lancement pour tous les sorciers à 18 pas, et moins 1 au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée ennemies, tant qu'elles sont à 9 pas au moins de celui-là. Donc là, on va la voir un peu plus vers l'avant, le Brasero. Donc les deux sont intéressants. Pour l'instant, j'ai choisi, vu que mon armée va se baser un peu plus sur la magie, mine de rien, je vais choisir le boost magie, mais c'est vrai que je pourrais jouer les deux. Voilà. Voilà la liste à 1000 points. La liste à 1000 points est en une pause. Hein. Tout le monde est dans un battle régiment. Donc voilà. La liste à 1500 points, elle passe en 2 pauses et elle est très très simple. Je rajoute simplement le Prince Vordrai dans la liste. Voilà. Prince Vordrai, c'est parti. Que fait ce brave Prince Vordrai? On va le voir. Hop. Et vous voyez aussi, c'est ma façon un peu de créer mes listes. Je vous en avais expliqué dans toute une série de vidéos, en fait, où je pars sur une base à 1000 points, que je vais beaucoup tester, que je vais modifier, changer, et ainsi de suite. Et à côté de ça, une fois que j'ai vraiment cette base parfaite, mais je vais rajouter des unités pour arriver à 1500 points, puis à 2000 points. Donc là, par exemple, ici, j'ai rajouté le Prince Vordrai pour arriver à 1500 points. Et pour la liste à 2000 points, donc la liste totale, j'ai rajouté à cette liste à 1500 points, j'ai rajouté 2 unités et un personnage, et vous allez voir qu'à chaque fois, en fait, ça augmente comme ça, tout en gardant cette base et en gardant les synergies qui sont dedans. Alors, le Prince Vordrai ne va pas beaucoup synergiser, par contre. Lui, ça va vraiment être un bon missile. Il est là, le monsieur. Hop, hop, avec les décors. Voilà. Alors, le Prince Vordrai, qu'est-ce qu'il fait ? Le Prince Vordrai déjà il est sur son bon dragon zombie, hein, il fait bien mal. Il a 14 points de vie, une sauvegarde à 3+, mouvement dégressif qui commence à 14. Voilà. Je vais vous lire ses règles spéciales et ses attaques après, parce que vous allez comprendre en fait toute la puissance de ce Prince Vordrai. Donc, là la fin, ça ils ont tous faim, hein, les vampires, c'est pas nouveau, hein, donc ça n'a pas changé. Il a le calice du sang, donc une fois par bataille, à ma phase de héros, je peux le guérir d'un des 6 PV. Ça, c'est intéressant aussi. C'est une fois par bataille, mais ça peut être intéressant, vu que je vous ai dit, ils n'ont pas spécialement énormément de choses pour se soigner, les personnages vampires, donc on va retrouver ça, et c'est intéressant. Il a là le souffle de chiche. Alors ça, c'est une attaque de tir, hein, ça, son dragon, hein, il souffle toute la mort qui va vous envahir. On peut choisir une unité ennemie à 9 pas ou moins de cette figurine. Jetez un dé. Sur 3+, l'unité subit autant de blessures mortelles que la valeur dans le tableau. La valeur de tableau commence à 1d6, 1d6, 3, 1d3 et 1, au fur et à mesure que ce prince et son dragon sont blessés. Et on va passer vraiment à sa règle spéciale la plus forte,
qui est la charge à la lance de sang. Donc comme vous savez, généralement, quand on charge avec une lance, on va rajouter des dégâts, on va rajouter de la reine. Et ici, en fait, il va rajouter 2 aux dégâts et 1 à la reine s'il a fait un mouvement de charge. Ce qui fait qu'on va arriver à une lance de sang qui de base fait 4 attaques. 3+, reine -2, 2 dommages. A, quand il charge, 4 attaques. 3+, reine -3, 4 dommages. Donc là déjà, ça fait très mal. À côté de ça, il a la gueule claquante du dragon qui a 3 attaques, 4+, reine -2, D6 dommages. Et les griffes qui sont dégressifs, qui commencent à 7 attaques, 3+, reine -1, 2 dommages. Donc déjà, il fait très mal. Il a comme magie un sort sur du 7 qui lui permet, s'il lance avec succès, d'avoir +1 pour toucher et +1 pour blesser. Donc du coup, on passe à du 2+, 3+, 3+, qui est très fort. Au pire, s'il l'a pas, heure de gloire qui donne +1 pour blesser. Il a son aptitude de commandement qui donne +1, donc c'est vraiment très fort. Il a son aptitude de commandement, le point de Nagash. Je choisis, en fait, je peux le faire une fois par tour à la phase de héros. Je choisis une unité, un héros sous Black Gravelord, un autre, ça peut pas être lui malheureusement, à 12 pas au moins de lui et à 3 pas au moins d'unité ennemie, donc ils sont au corps à corps, et le héros peut combattre. Et là, vous voyez sur l'image, les deux héros, Radukar et Vordrai, et ces deux-là, c'est les meilleurs amis au monde. Radukar charge en même temps que Vordrai, Radukar donne plus une attaque à Vordrai, Vordrai passe à 5 attaques, 2+, reine -3, 4 dommages. Vous tuez beaucoup de choses, mais énormément de choses. Il est très fort pour ça. Et vous allez voir en fait que à 2000 points, j'ai rajouté des choses pour pouvoir encore rendre plus puissant tous ces combos. À 2000 points, on va attaquer directement la liste. Donc la liste restera la même avec Belladama, Radukar, Vordrai, le nécromancien, les 2x20 zombies, les 2x10 loups, zut, je vous ai annoncé quelque chose, le Korskar, voilà. Effectivement, je vais rajouter 2x20 zombies, je suis occupé à les peindre, pour prendre les objectifs, parce que ça englue bien, ça fait des blessures mortelles, ça pop des cimetières, des fosses communes, voilà. Pourquoi les zombies au squelette? Ça reste le débat pour l'instant, les deux sont très bien, les squelettes sont moins chers. Pour l'instant, je teste les zombies, ils m'ont encore jamais fait défaut. Les petites BM qu'ils mettent sont vraiment intéressantes, donc voilà. Et healing à 6, et ce qui est vraiment très fort aussi. Et là où ça va tout changer, c'est que mon nécromancien déjà, il perd son titre de général. Et oui, il garde son arcantome, parce que j'aime vraiment l'envie qu'il lance 2 sorts, donc il va perdre ça. Mais voilà, il va perdre effectivement son petit terme de général, et mon général va devenir un Coventrone. Un Coventrone Virkos, qui sera mon général, qui aura l'amulette de Destiny, évidemment, pour le protéger. Pourquoi est-ce que je mets ceci? Alors, pourquoi je mets le Coventrone? Tout simplement parce que le Coventrone a une capacité et un sort qui peut vous sortir de toutes les situations. Mais de toutes les situations. Qu'est-ce qu'un Coventrone? Un Coventrone, c'est 12 points de vie, une sauvegarde à 4, plein de petites attaques qui ne font rien, on va pas se cacher, un mouvement de 14, il vole, ça c'est cool, il a la faim, pour se soigner, il a le toucher de l'effroi, en fait, c'est 12 attaques de spectre vont faire que, si vous faites des 6, vous faites des blessures mortelles. Il a le bassin de divination, qui une fois par tour pourrait lancer un jet de touche ou un jet de blessure pour une attaque de cette figurine ou un jet de sauvegarde. J'avoue qu'on va souvent l'utiliser pour la sauvegarde, parce que leurs attaques ne sont pas hyper fortes. Mais là où ce brave Coventrone prend toute son importance, c'est pour son sort et pour son aptitude de commande. Le sort, il va, donc c'est un sorcier de niveau 1, qui peut lancer et dissiper un sort, et il a le sort Frisson. Le sort Frisson, en fait, est une valeur de lancement de 6, et s'il est lancé avec succès, je choisis une unité ennemie visible à 12 pas au moins de lui, et je vais jeter 3d6. Si le jet est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité choisie, cette figurine ne peut pas être choisie comme cible des attaques, des sorts et des aptitudes utilisées par l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de roue. Je prends un exemple, mais vraiment l'exemple le plus fou. Vous avez Archaon ou un méga gargant devant vous. Vous faites la magie, vous faites « Ah ah, je te lance un frisson ». 3d6, vous faites plus que sa bravoure. Sur les méga gargants, c'est logique, ils ont que 7. Bon, c'est un peu plus dur pour Archaon, mais imaginez. Eh bien, en fait, Archaon,
ne pourra rien faire contre le Coven Throne. Ne peut rien faire. Il ne peut pas l'attaquer. Il ne peut pas utiliser de sort ou d'attitude dessus. Et votre Coven Throne, il va charger Archaon. Et il va bloquer. Parce qu'Archaon, il va se dire, ok, moi, je vais reculer. Donc, il va rien faire. Au tour suivant, vous allez réessayer. Alors, je prends Archaon, effectivement, dans le chat, dans les commentaires, vous allez me dire, oui, mais il peut dissiper le sort, patati patata. Ok. Mais imaginez les Sons of Behemoth qui ne peuvent dissiper que 1 ou 2 sorts. Que vous avez lancé tous vos sorts avant, qui vont se dire, ah mon dieu, mais il faut que je dissipe. Le plus 1 pour toucher, le plus 1 pour blesser, par exemple, sur Vordrai. Ils vont dire, ah, mais il faut que je dissipe. Et puis vous lancez ça. Et vous avez le Gatekeeper, le méga gargant qui tape le plus fort. Vous l'engagez. Vous lui faites rien, parce que c'est pas avec vos attaques que vous allez faire quelque chose. Mais lui vous fait rien. Il va dire, ok, je me désengage à ma phase de mouvement. À votre nouveau tour, vous recommencez. Et ainsi de suite. Et vous rendez inutile une figurine à 500 points, par exemple. Donc ça permet pas mal de bloquer des unités. Alors pas longtemps, mais ça peut bloquer des unités, et c'est vraiment important. D'où le fait qu'on a mis l'artefact, parce qu'il va vraiment être ciblé pour essayer de le tuer. Surtout que, au final, sa règle la plus forte, mais vraiment la plus forte, c'est son aptitude de commandement. Sagacité tactique, qui fait que on peut utiliser sa aptitude de commandement au début de votre phase de héros. Choisissez une unité sous Black Gravelord, ami, entièrement à 12 pas, c'est-à-dire toute votre armée. Vous choisissez l'unité que vous voulez dans votre armée. Mais regardez bien le gars que vous avez en face de vous sur l'image. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, vous pouvez ajouter +1 pour toucher, et +1 pour blesser aux attaques de l'unité, et +1 à la sauvegarde d'armure. Et donc, vous avez ce brave petit monsieur, Vordrai, qui au final, même sans son sort, a +1 pour toucher, +1 pour blesser, et a une sauvegarde d'armure à 2+. Vous lui avez mis comme sort, en plus à lui, je ne vous l'ai pas dit, mais comme ça vous le savez, le +6 en mouvement, ce qui fait que Vordrai va avoir son mouvement de 20, qui va toucher sur 2, blesser sur 2, reine -3, 4 dommages, plus toutes les attaques du dragon qui ont +1 pour toucher, +1 pour blesser. Il a une sauvegarde à 2+. Si son pote Raducar a chargé et qu'il est dans les rayons 18 pas, il a même plus d'une attaque sur toutes ses attaques. Et là, vous avez le rouleau compresseur. Pour en plus, vous allez me dire, oui, mais c'est une aptitude de commandement, ça commence à faire beaucoup d'aptitudes de commandement, parce qu'on n'a pas énormément de points de commandement, même si on en génère plus qu'en V2, on n'en a pas énormément. C'est pour ça que je lui ai mis le trait de commandement Pack Alpha au Coven Throne, qui permet au Coven Throne d'utiliser une aptitude de commandement gratuite par tour, sans dépenser de points de commandement. Du coup, le Pack Alpha, la sagacité tactique, son aptitude de commandement, se jouera tous les tours gratuitement pour booster une unité de loup, pour booster Raducar, pour booster Vordrai, pour booster tout de mon armée, c'est l'unité que je veux. Voilà. C'est ce que j'ai choisi pour mon armée pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien cette armée? Donc, est-ce que vous voulez que je fasse des petites vidéos histoire? Et, dernière petite chose, un petit jeu. Ici, vous avez tous mes loups. Hop, je remonte comme ça, tous mes loups. À votre avis, combien j'ai de loups? Voilà, je vous laisse 30 secondes. Et vous allez pouvoir regarder. Hop, calculez bien. Petit jeu. Dites-moi dans les commentaires combien vous avez de loups. On repart dans le Vieux-Monde, parce que bientôt, je referai des vidéos sur le Vieux-Monde. Je sais que vous avez apprécié ça. Et voilà, je vous dis à bientôt et joyeux Halloween!